Hello, hello, bienvenue dans cette toute nouvelle interview pour Scolaire. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de deux professionnels du paramédical, Doriane et Marion. Elles travaillent ensemble et sont toutes deux ergothérapeutes spécialisées en pédiatrie. Dans cet échange, elles vont nous expliquer davantage leur métier d'ergothérapeute et comment elles peuvent également suivre leurs patients en classe. J'espère vraiment que cette interview vous permettra d'en apprendre plus sur ce métier qui est peut-être encore trop méconnu. Bonjour Doriane, bonjour Marion. Je suis contente Bonjour. de vous avoir dans cette interview aujourd'hui. Pour commencer, est-ce qu'il serait possible de vous présenter rapidement? Voilà, vous me parlez de votre parcours, de vos études, etc. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Doriane, Marion, donc. Donc, on est donc, toutes les deux ergothérapeutes diplômées d'État. On est passées toutes les deux par un bac scientifique qui ne doit plus trop exister tel quel aujourd'hui. Mais après le bac, du coup, on a fait toutes les deux aussi une prépa ergo. Voilà, pour préparer le concours pour entrer dans les écoles. Donc, on a obtenu un concours pour entrer dans une école à la suite d'une année de prépa. Et ça ne doit plus exister non plus aujourd'hui. Normalement, il me semble que c'est Parcoursup, voilà, où des fois, il existe aussi des passerelles. Par exemple, après la première année de médecine ou la première année de STAPS ou des choses comme ça, on peut demander à rentrer dans les écoles sans passer par Parcoursup. C'est ça. Et puis après, on a fait une école sur 3 ans, Voilà. chacune. Donc, il y en a plusieurs un peu partout en France. Et ensuite, on a obtenu le diplôme d'État à la suite de ces 3 années. Voilà. Et directement dans nos études et sorties de l'école, on s'est rapidement orienté vers la pédiatrie. Donc, le travail avec les enfants. Globalement, c'est du 0-18 ans, on va dire. Et on reste encore aujourd'hui dans cette tranche d'âge. C'est ça. Donc, Voilà. moi, j'ai commencé mon parcours dans un institut d'éducation motrice sur Tours. Ensuite, j'ai fait une année au CHM de Mayotte, où j'ai travaillé dans plusieurs services, la maternité, le service pédiatrique, et puis je voyais aussi des enfants en HDJ qui venaient à la journée. Et puis ensuite, je me suis retrouvée dans un CAMS qui est une structure qui accueille les enfants de 0 à 6 ans. C'est surtout des structures aussi pour le diagnostic. Et je suis vite partie en libéral, d'abord sur la région lyonnaise, et puis je suis arrivée sur Nantes aujourd'hui avec ma collègue Doriane. Voilà. Et du coup, pour ma part, j'ai commencé, donc après le diplôme, à travailler dans le centre de référence des troubles des apprentissages de Lille. En parallèle, je faisais le DU, le diplôme universitaire troubles des apprentissages proposé par ce CHU-là. Et après, j'ai eu l'opportunité de revenir en fait au bout d'un an et demi sur Nantes, qui est ma région natale du coup, en libéral. Donc, j'ai commencé mi-temps libéral, puis aussi mi-temps en institut d'éducation moteur et sensorielle comme Marion. Ensuite, j'ai fait un petit passage par un CESAD, donc c'est un service de soins qui se déplace sur les lieux de vie des enfants. Et puis aujourd'hui, je suis 100% libérale avec Marion. Voilà. Et justement, comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Est-ce que c'est pendant vos études ou est-ce que c'est totalement après, par la suite? Alors, pas du tout les études. Voilà. Je te laisse prendre le relais parce que c'est pas les études parce qu'on n'était pas dans la même école et qu'on n'a pas non plus la même année de diplôme. Et donc, en fait, on s'est rencontrés à l'occasion de mon congé maternité. Donc, je cherchais désespérément quelqu'un un peu dans la même dynamique, avec les mêmes formations que moi, et Marion est arrivée. Donc, voilà, c'est vrai que sur le coup, on a tout de suite eu un bon feeling, plus ou moins le même caractère, donc toujours 1000 idées à la minute, bien dynamique. Et puis, justement, comme on avait déjà les mêmes formations en commun et surtout après les mêmes envies de continuer à approfondir nos connaissances vers encore d'autres formations, voilà, c'est bien trouvé. On a eu cette idée de travailler ensemble. Donc Voilà. l'envie de travailler ensemble, finalement, est arrivée assez vite. Oui, très rapidement. Oui, c'est surtout par rapport au feeling aussi qui Ouais. a matché au-delà du travail aussi. Donc, Voilà. Donc, amis dans la vie,
collègues dans le monde professionnel, c'est ça? C'est ça. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, vous êtes ergothérapeute. Est-ce que vous pourriez définir l'ergothérapie, c'est ça, en quelques mots? C'est ça. Alors, l'ergothérapie, ça vient de la traduction anglaise Occupational Therapy, qui est une profession paramédicale réglementée qui vise à maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Voilà, et du coup, en pédiatrie, on intervient de manière vraiment globale. L'ergothérapeute va vraiment placer l'enfant au centre de son accompagnement. Il va faire le lien entre donc, l'enfant, ses occupations et son environnement. Donc, l'enfant, c'est ses compétences, ses difficultés sensorielles, motrices, cognitives et sa motivation aussi. Les occupations, on va retrouver les déplacements, les loisirs, les repas, les soins personnels, l'habillage, sa scolarité, son sommeil, enfin, vraiment toutes les activités de la vie quotidienne. Finalement, c'est tout ce qu'on fait au quotidien. Enfin, c'est là où il faut se retrouver aussi, même en tant qu'adulte, finalement. Plus tard, voilà. Et l'environnement, donc c'est l'environnement matériel et humain dans les différents lieux de vie. Donc, domicile, crèche pour les plus petits, assistante maternelle, école, lieu d'accueil, donc les centres de loisirs ou les choses comme ça. Et puis, les activités de loisirs aussi. Voilà, l'idée générale, c'est de permettre en fait à tout enfant qui va rencontrer une difficulté ou une situation de handicap d'être autonome dans la vie de tous les jours, dans ses occupations. D'accord. Et donc, vous parlez de difficultés. Quelles seraient, par exemple, une ou deux, pour nous donner des exemples, difficultés qu'un enfant pourrait rencontrer et qui relèveraient de vos compétences, en fait? En milieu scolaire. Pas forcément, après, on pourra se focaliser sur le milieu scolaire ensuite, mais vous avez parlé donc, du fait que vous suivez des enfants de 0 à 18 ans. Oui. Voilà. Donc, quelles pourraient être des difficultés rencontrées de 0 à 18 ans qui relèvent de champ de compétences? Par exemple, pour les occupations, pour les repas, ça peut être utiliser les couverts correctement, pouvoir manger. Déjà, il y a certains enfants qui ont des difficultés à manger, à passer aux morceaux, avec certaines textures ou des choses comme ça. Et puis après, on peut retrouver aussi en tout ce qui va être l'habillage, mettre ses vêtements à l'endroit, pouvoir attacher des fermetures éclairs, des boutons, et puis tout ce qui va être les lacets, mettre ses chaussures. C'est très large, hein, ça peut vraiment être toutes les activités finalement qu'on retrouve. C'est ça. Et après, on peut aussi, donc là, on va peut-être le développer un petit peu plus après, mais rapidement en lien avec l'école, c'est utiliser les outils scolaires de géométrie, l'écriture, beaucoup. Voilà, c'est ce genre de petites activités. En fait, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une activité de la vie quotidienne où l'enfant peut présenter une difficulté ou qu'il n'arrive pas à se montrer autonome, là, on peut faire appel à un ergothérapeute. On parle, nous, de performance occupationnelle, en fait, dans une activité, finalement. Comment on se sent, comment on juge, finalement, notre performance dans cette activité-là. Est-ce qu'on arrive à la faire tout seul, avec aide? Donc voilà, ça va être finalement ce qu'on va pouvoir orienter les enfants dans ces activités-là. Et les parents qui viennent vous voir, ils sont orientés par qui? Est-ce que c'est eux, naturellement, qui se disent « Tiens, je vais aller voir un ergothérapeute » ou est-ce qu'il faut passer par un chemin un peu plus logique? C'est très peu eux, directement, puisque c'est encore, malheureusement, une profession méconnue du grand public. On bataille vraiment pour être connu et reconnu, surtout dans le domaine de la pédiatrie, en fait. Et puis, non, après, qui nous oriente Alors, il faut savoir qu'on agit sur prescription médicale. Donc, on doit avoir une prescription médicale pour faire un bilan en ergothérapie et faire la suite des séances, même si c'est une profession qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. On reste une profession médicale. Pour autant, enfin paramédicale, pour autant,
on va avoir de plus en plus, après ça va être par rapport au réseau qui va se faire de plus en plus. Donc effectivement, on va avoir des professionnels qui vont nous orienter, notamment les orthophonistes. On a beaucoup, neuropsychologues, psychologues. Et puis après, de plus en plus des instituts, parce qu'on a des instituts avec qui on travaille, qu'on intervient dans les écoles et du coup qui arrivent à détecter et puis à pouvoir nous orienter par la suite. Et on a de plus en plus de parents aussi, en cherchant un peu sur Internet, sur les réseaux, qui finalement nous trouvent et puis nous appellent pour nous poser les questions, pour savoir si on peut recevoir leur enfant et si ça rentre dans nos champs de compétences. Et à ce moment-là, on leur répond aussi au plus juste par rapport à leurs besoins. Voilà. Et on a aussi bien évidemment les médecins, pédiatres, neuropédiatres, de plus en plus qui réfèrent vers nous. Voilà. Et vous disiez que donc, les séances ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Ça, je découvre totalement. Oui. Est-ce que justement, ce n'est pas un frein pour certaines familles? Alors si certainement. Après, il existe quelques aides, mais déjà, c'est souvent des démarches très lourdes à faire, des dossiers à remplir, des délais d'attente qui sont importants derrière le temps que le dossier soit traité, que les aides financières soient éventuellement acceptées. Donc, on peut passer, les parents peuvent passer par la MDPH, donc la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Ou MDA en fonction des départements. Voilà. Sinon, il y a certaines mutuelles aussi qui peuvent prendre en charge en fonction des options que les parents ont choisies dans leur mutuelle, évidemment. Et c'est vrai qu'on incite de plus en plus on incite les parents, tous les parents à solliciter leur mutuelle, en se disant que ça débloquera des choses aussi au fur et à mesure. Il y en a de plus en plus. Des mutuelles. Donc, Et puis, sinon, il y a quand même auprès de la sécurité sociale, il y a les demandes de prestations extra-légales. C'est encore un dossier à remplir. Voilà. Ça dépend du revenu. C'est ça. Et certains comités d'entreprise aussi, peut-être des fois, qui peuvent participer. D'accord. Oui, donc il y a quand même, c'est pas remboursé, mais en même temps, il y a quand même certaines aides qui sont là et qu'on peut, dont les parents peuvent bénéficier finalement, quoi. Ils peuvent les solliciter. Après, c'est pas un oui à coup sûr, mais ça coûte rien de demander, on va dire. Voilà, ça. Faire un peu de temps pour monter le dossier, quoi. Voilà. Et puis, ça fait connaître finalement aussi l'ergothérapie et les besoins qu'il y a de plus en plus. Donc, je pense que c'est important de solliciter toutes ces instances de plus en plus. Oui. C'est vrai que je n'ai pas demandé avant, mais depuis combien de temps vous êtes ergothérapeute? Alors, moi, je suis diplômée depuis 2013. Moi, depuis 2015. Et est-ce que, justement, vous avez vu une évolution au niveau de votre patientèle, de dire qu'il y a quelques années, il y en avait moins que peut-être maintenant ou pas forcément? Alors, il y a de plus en plus d'ergo en libéral. Ça, c'est sûr. Il y a certainement eu une augmentation de la demande. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est là où l'évolution est la plus flagrante, je pense, c'est dans le type de patient, je vais dire, qui nous arrive. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, on était très cantonné à compenser les difficultés d'écriture, par exemple, par la mise en place de l'outil informatique. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on apprécie beaucoup, mais on avait peut-être un peu de frustration à se dire que on aurait certainement pu intervenir aussi peut-être avant sur plein de choses, avant de penser à passer à l'outil informatique. C'est vrai que l'ergothérapie est parfois souvent associée à l'adaptation, à la réadaptation, mais avant tout ça, il y a une grosse phase de rééducation. Et c'est là où nous, on a envie d'intervenir, en tout cas avant, et de mettre éventuellement en place les aides si on estime que la rééducation est arrivée au bout, quoi. C'est ça. Et puis nous, on a quand même de plus en plus de petits qui nous arrivent au cabinet et on en est ravis parce qu'on commence à faire vraiment ce dont on a envie, c'est-à-dire vraiment de la prévention auprès de plusieurs choses, plusieurs ateliers qu'on peut proposer et puis des rééducations précoces, du coup, avec des impacts aussi plus importants et plus rapides avec les enfants qu'on accompagne. Et du coup, une séance se déroulerait comment? Est-ce qu'il y a un type de séance précis ou pas du tout? On s'adapte. Le maître mot de l'ergothérapie, c'est adaptation. Donc, on s'adapte vraiment à l'enfant. Alors, évidemment, en fait,
Quand on reçoit un enfant pour la première fois, on commence toujours par un bilan. On fait un état des lieux. C'est ce que on disait tout à l'heure. Là, on décrivait donc l'enfant, ses compétences, ses difficultés, où il en est dans ses occupations en termes d'autonomie. Et on fait un point sur son environnement. Puis on va chercher ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire le développement, comment toute l'anamnèse finalement aussi de la naissance à aujourd'hui. Jusqu'au moment où il nous arrive, c'est ça. Et puis, donc à la suite de notre bilan, après, nous, on a des axes de travail, des objectifs bien précis. Et en fonction de ces objectifs-là, on va proposer tel ou tel type de rééducation. Et là, nous, on a tout un tas de formations complémentaires qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une jolie boîte à outils, voilà. Et on s'adapte vraiment à chaque enfant. Toujours est-il que quand l'enfant arrive en séance, il faut qu'il soit, lui, acteur de sa rééducation. Donc, souvent, on lui demande, va choisir un jeu. Et puis, nous, après, on s'adapte. On adapte la règle du jeu, l'environnement, comment on va jouer pour que ça fasse travailler notre objectif et derrière, qu'il puisse transférer ses acquis pour finalement acquérir l'autonomie dans une activité bien précise. Donc, il n'y a pas de séance type, c'est en fonction de la demande, en fonction de l'enfant, en fonction des besoins et en fonction des objectifs qu'on a fixés à la suite de notre bilan. Donc, du coup, les ergothérapeutes sont les spécialistes de l'activité. Donc, on analyse en fait les activités de la vie quotidienne et de notre analyse, on va pouvoir proposer une rééducation qui va être adaptée. On peut partir d'un exemple simple. Imaginons que l'enfant n'arrive pas à utiliser correctement ses couverts à table, qu'il mange tout le temps avec les doigts, qu'il en met plein partout autour de son assiette ou des choses comme ça. On sait que pour utiliser le couteau, la fourchette, eh bien, il va falloir coordonner les deux mains, coordonner les yeux avec les mains. Voilà, on va chercher en fait toutes les compétences qui sont nécessaires pour réaliser cette activité-là. Et après, il y a deux axes de travail possibles. Il y a soit on va travailler les compétences qui sont nécessaires à la réalisation de l'activité. Donc là, on est dans un travail bottom-up. Donc, on part des compétences pour voir s'améliorer l'activité. Et après, il y a l'autre possibilité qui est du coup du top-down, c'est-à-dire qu'on va travailler l'activité en elle-même. Donc, on va travailler couper, couteau, fourchette. Donc, peut-être déjà dans un premier temps, apprendre à piquer, ensuite apprendre à utiliser couteau puis fourchette, et puis on va donner des petites astuces, des détails, on va s'entraîner sur de la pâte à modeler, sur de la pâte de rééducation, on va travailler l'activité en elle-même. Sachant que souvent quand on répond à un objectif, on utilise finalement les deux méthodes, plus toute notre boîte à outils qui vient compléter et faire qu'on arrive à avoir des résultats aussi avec les enfants dans leurs objectifs. D'accord. Et une séance peut durer combien de temps à peu près? J'imagine qu'il y a quand même un temps. Oui, enfin que c'est pas limité parce que vous avez d'autres patients après, mais à peu près. Les séances durent 45 minutes dans notre cabinet. Environ, ouais. Quand ils sont plus petits après ou quand il y a des handicaps un peu plus lourds, on peut faire un peu moins parce qu'on sent après que l'enfant est plus disponible, qu'on lui en a déjà demandé beaucoup. Donc, des fois, on va dire entre 30 et 45 minutes, mais majoritairement, c'est 45 minutes. D'accord. Et après, à quelle fréquence? Parce que je sais que les orthophonistes préconisent, par exemple, 1 fois par semaine minimum pour vraiment que le suivi soit utile. Vous, c'est pareil, 1 fois par semaine, plus, moins? Alors, nous, on aimerait tous les jours, pour certains. Voilà. Et du coup, on pourra y revenir, mais c'est aussi pour ça que le partenariat en fait, avec les différents acteurs qui gravitent autour de l'enfant, que ce soit les parents, les enseignants, est super important pour nous parce que c'est la répétition au quotidien qui va faire que ça va s'améliorer beaucoup plus vite. Mais on a bien conscience que nous, on ne peut pas voir les enfants tous les jours. Il y a ce côté financier dont on a évoqué tout à l'heure aussi, qui rentre beaucoup en compte. C'est ça. Mais nous, on les voit 1 fois par semaine. Après, certains, 1 fois toutes les 2 semaines, mais on privilégie les séances toutes les semaines, quitte ensuite à finalement apprendre à espacer un petit peu. Et puis, souvent, on essaye de transférer au maximum les acquis en séance qui sont faites au cabinet dans les milieux de vie, donc que ce soit à domicile ou dans la scolarité en fonction des objectifs de base.
Donc les élèves, enfin, non, c'est pas des élèves, c'est mes élèves, mais c'est pas les vôtres. Je sais pas comment vous appelez d'ailleurs, vos patients Les patients, Ouais. ouais. Donc vos patients repartent un peu avec des devoirs à faire à la maison, par exemple? On essaye. Alors, On ne dira pas on devoir. dira pas devoir parce que, enfin, on ne faut pas que ce soit relié à une contrainte, en fait. Voilà. Vraiment, nous, on a cet objectif que l'enfant garde sa motivation. Donc, c'est des petites activités, des petits jeux. Nous, on joue beaucoup, toute la journée, on joue. Et après, on détourne les règles, en fait, du jeu pour aboutir à un objectif. Donc, voilà, on donne des petites astuces aux parents. Bah, imaginons, ils ont tel jeu de société. Comment est-ce qu'ils peuvent jouer avec leur enfant pour travailler plus spécifiquement sur une compétence? Ou alors des petites activités qui vont se mettre vraiment dans le quotidien, parce qu'on sait que souvent c'est compliqué de rajouter des choses à faire dans le quotidien, donc sur les moments d'apéro, voilà, une manière particulière de prendre les cacahuètes ou les pistaches. Pour travailler la motricité fine ou des choses comme ça. Voilà, ou sur le temps du brossage de dents, voilà, des petites choses finalement qui s'incluent dans les tâches du quotidien sans en rajouter. D'accord. Et alors, j'imagine que c'est différent pour chaque patient, mais la durée totale d'un suivi, est-ce C'est que... impossible de répondre à cette question-là. Ça dépend de l'objectif de base déjà. Ça dépend des difficultés de base de l'enfant, de ses compétences. De sa motivation. Il y en a certains, en 2-3 mois, c'est terminé. Il y en a d'autres, on les a déjà depuis plus de 2 ans. Enfin, c'est très aléatoire. Et puis, je vais dire, on essaye au maximum là, de faire ce côté prévention pour les avoir pour avoir les enfants aux plus jeunes. Et on le sait que ça a vraiment de meilleurs résultats, entre guillemets. Vraiment des tout petits où on va avoir des résultats en une séance, 2 séances, quoi. D'accord. Il vaut mieux avoir un enfant qui nous arrive très tôt, bébé tout petit, qu'on puisse guider en fait les parents sur la façon de les stimuler, de les guider dans leurs apprentissages, dans leur motricité, pour ensuite pas avoir de difficultés majeures qui vont s'installer par la suite. Avant, vous disiez que vous interveniez en milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous intervenez finalement à l'école? Alors, nous, on intervient directement à l'école, donc soit en classe, soit on intervient avec les jeunes dans une salle à part, finalement, dans l'établissement. En classe, ça va être pour des adaptations de matériel, pour le plan de travail, par exemple, l'aménagement de l'environnement et surtout aussi pour s'assurer du transfert des acquis. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qu'on a fait finalement en séance, en ergo, c'est bien au cabinet, mais l'objectif souvent, c'est que ça aille en situation concrète pour le jeune. Donc, c'est là où on va permettre à l'enfant de prendre confiance et de pouvoir transférer les acquis des séances. Et puis, on peut intervenir plutôt dans les salles à part. Ça va plus être sur les temps de rééducation, finalement. Ça permet de soulager souvent l'emploi du temps du jeune, l'emploi du temps aussi et les contraintes familiales. Et puis, nous, le gros avantage quand même qu'on a d'intervenir en situation de classe, ça va être le lien qu'on va avoir avec les enseignants, avec les AESH, qu'on va pouvoir rencontrer, avec des temps d'échange en toute bienveillance, et puis conseiller finalement et trouver des solutions ensemble pour le jeune. J'imagine aussi... Pardon. Non, il n'y a pas de problème. On peut aussi aller à l'école pour participer aux équipes éducatives, par exemple, pour des réunions d'information sur les aménagements possibles, ou alors aussi dans le cadre du bilan initial qu'on fait quand on reçoit un enfant pour la première fois, pour faire des observations en classe, voir comment il se comporte, comment il utilise son matériel, vraiment dans son environnement. Et ça, c'est très riche aussi pour nous en termes d'évaluation. Donc, pour vous, l'accompagnement en milieu scolaire, comme vous venez d'en parler, il fait partie intégrante du suivi global de votre patient. Oui, complètement. Ouais. Puisqu'on prend en compte l'enfant, ses occupations et son environnement. Donc, c'est essentiel pour nous d'avoir un lien avec son environnement direct. Ouais. Aussi bien du coup au début avec la photo un peu du bilan et des difficultés et pourquoi on a été sollicité, et après, finalement, où on va avoir aussi l'évolution et comment il a transféré les acquis en situation concrète.
En fait, aujourd'hui, on intervient. Alors, c'est vrai qu'on souvent on se bataille un peu pour intervenir en classe. Il faut tout préparer, machin, tout ça. On vient pour un enfant. Après, aujourd'hui, on venait aussi surtout pour l'ordinateur, concrètement. Hein. On est beaucoup sollicité pour ça et pour les transferts des acquis avec les ordis. Et de plus en plus, avec les troubles de l'oralité alimentaire, comme on est formés toutes les deux, on intervient aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'avais fait une intervention là, en cantine sur des temps comme ça qui sont vraiment riches. Et c'est pour ça que quand on évoque la classe, la scolarité, mais en fait, la scolarité, c'est beaucoup de choses parce que ça va être des temps sportifs, ça va être des temps de récré. Et en fait, quand on intervient, souvent, on essaye toujours, notamment en situation de bilan, mais quand il y a des difficultés au niveau comportement, agitation motrice, de finalement faire un temps de classe et aussi déborder sur le temps de la récré. D'accord, oui. Donc, c'est pour ça que c'est assez riche, en fait, et qu'on n'est pas sur un temps de classe qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, où on était vraiment là-dessus. Mais finalement, on est aussi sur comment ça se passe, quoi, dans les couloirs, quand il faut poser son manteau, comment on gère, enlever ses chaussures. Enfin, au gymnase pour aller faire du sport, voilà. des choses comme ça. Et puis, du coup, effectivement, l'idée, c'était aussi de dévier tout à l'heure en disant qu'effectivement, on intervient sur des temps particuliers comme ça, mais que finalement, on voit aussi beaucoup de choses quand on intervient en classe. On vient pour un jeune spécifique, mais on sait très bien, et nos regards, ils n'arrivent pas à se concentrer là sur notre jeune. On est toujours en train de zioter, de voir ce qui se passe autour, et finalement, on sait qu'il y a des besoins. Et voilà, en tout cas, ce qu'on aimerait intervenir, nous, après, c'est pouvoir d'avoir des ergos ciblés, et donc, du coup, de pouvoir passer des matinées entières sans avoir à bouger et faire différentes classes. Si j'ai juste bien compris ce que tu viens de dire, c'est que votre envie serait aussi donc de passer des matinées entières dans une école pour pouvoir cibler plus d'enfants. C'est ça. On aimerait que l'ergothérapie que les ergos puissent intervenir dans les classes de manière un peu plus globale avec tous les enfants et finalement être dans ce côté prévention dont on a évoqué pour pouvoir aussi aller pointer auprès de l'enseignant finalement les enfants qui pourraient avoir besoin de petites astuces, de petits conseils et des fois pas forcément de séances entières en ergo, d'un accompagnement long, mais finalement si on donne ce qu'on disait tout à l'heure, des petites pistes dès le début, finalement on pourrait éviter aussi peut-être des suivis sur du plus long terme après. Ce serait un peu des observations de dépistage en classe en fait, d'analyse des petits points qui pourraient facilement être corrigés par des petits aménagements, des petits conseils. Et ce seraient des conseils que les enseignants du coup pourraient mettre en place au quotidien dans les classes pour pallier les difficultés de l'enfant? Tout à fait. Pas toutes, certaines. C'est sûr. Les plus minimes, on va dire. Mais oui, il y a certainement des petites choses qui pourraient facilement être soulagées pour certains enfants. Ouais. Et du coup, de faciliter aussi la compréhension et l'orientation des instituts aussi quand il y a des besoins un peu plus spécifiques, un peu plus complexes, du coup, en séance d'ergo. D'accord. Parce que c'est vrai que, pour être honnête, nous, on n'est pas formés à ça. Quand on est formé à être enseignant, on a vite fait en tout cas dans mon parcours à moi, j'ai eu vite fait un cours sur les dyslexies, dysorthographies, dyscalculie. Globalement, voilà. Le reste, les autres difficultés, même j'en parlais encore hier sur Instagram, mais l'apprentissage de l'écriture, moi, j'ai pas eu. Demain, je me retrouve en CP. Je tiens mal mon stylo. Je sais que moi, je n'ai pas une tenue usuelle de mon stylo, mais je ne sais pas comment aider un enfant qui, par exemple, tient mal son stylo. Vous voyez, on a cette formation, on va dire, globale, mais pas aussi poussée. C'est un de nos grands projets, on va dire, c'est de pouvoir justement, alors, soit intervenir directement dans la formation de base des enseignants, soit derrière de pouvoir faire des formations aux enseignants et même aux AESH, en fait, qui sont déjà en poste, principalement voilà, sur le graphisme, la tenue du crayon, le geste d'écriture, comment on peut guider, orienter les enfants direct pour une prise fonctionnelle, pour que l'activité d'écriture soit fonctionnelle derrière. C'est ça. C'est un de nos grands projets. Bien, continuez alors. Et quand un élève il a des difficultés, comment on sait qu'on pourrait, nous, en tant qu'enseignants, orienter les parents vers un ergothérapeute, finalement? Ouais. Alors, on va dire, si l'enseignant constate certaines difficultés qui impactent la scolarité ou l'inclusion de l'enfant,
Et puis, s'il constate que les adaptations et que les stratégies que lui a déjà pu mettre en place spontanément ne suffisent pas. Ça, c'est les 2 gros points. Et après, c'est si l'enseignant s'interroge sur une difficulté qui peut paraître anodine, mais qui sait, par exemple, avec le changement de cycle qui va arriver, le changement de classe ou la suite de la scolarité, ça peut devenir un risque majeur. On peut parler de l'écriture, des enfants en CP, CE1, CE2 qui ont une lenteur d'écriture, où c'est pas très lisible, ils n'arrivent pas trop à suivre les lignes. On sait qu'à partir du CM1, le rythme va commencer à augmenter, puis après que le passage au collège ça va aussi augmenter. Plutôt que d'attendre que la difficulté soit là, en CM1, en fin de primaire, on en voit avant et on essaye de débloquer des petites choses dès le début, quoi. Et à part l'écriture, parce que j'entends que je pense que c'est aussi une difficulté un peu majeure que vous devez rencontrer Très souvent. chez vos patients, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés que nous, on pourrait avoir en classe et qui relèveraient de l'ergothérapie? Alors, en classe, effectivement, on a donc les tâches scolaires, donc on a évoqué effectivement l'écriture, le découpage, la manipulation des outils scolaires en géométrie avec la règle, le compas, etc. L'ordinateur quand il y a besoin pour certains jeunes, et puis tout ce qui va être la posture, s'installer correctement à sa chaise, s'organiser dans son cartable, dans ses devoirs, mais aussi sur son bureau. Avec son matériel, ranger ses cahiers, s'y retrouver après dans les bons cahiers en fonction des devoirs pour mettre dans le cartable, voilà, toutes ces choses-là. Et puis en classe, il y a aussi, mine de rien, les relations à l'autre, en fait. Participer en classe, réguler son comportement, travailler en groupe, comprendre et respecter des consignes. Et plus largement, sur le comportement, il y a des enfants aussi qui peuvent avoir de l'agitation motrice, qui tiennent rarement en place, qui manquent d'attention, qui vont éviter certaines tâches, certaines activités, qui vont être dans le refus. Voilà, toutes ces petites choses-là. Ça, c'est les difficultés qui peuvent alerter les enseignants en classe, mais il n'y a pas que en classe, il y a aussi en dehors de la classe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, sur les temps de récréation, par exemple, sur les temps de transition aussi, on entend beaucoup les temps de transition, d'aller de la classe à la cantine, ou sur les temps de récré, ou sur les temps dans le couloir. Après, ça va être les enfants qui vont jouer, interagir avec l'autre, suivre des règles, utiliser les aires de jeu aussi, si des enfants sont plutôt justement à éviter les aires ou juste beaucoup à les rechercher aussi et à se surstimuler. Et puis, dans les activités sportives et de motricité aussi, des enfants qui ne sont pas très à l'aise avec leur corps, qui ont du mal à coordonner leurs mouvements, à attraper des ballons, à faire du vélo sur la cour. Et puis aussi, pour les activités plus concrètes de soins personnels, s'habiller, se déshabiller, faire ses lacets, mettre les fermetures éclairs des manteaux, voilà, toutes ces petites choses-là. Et puis, il y a aussi la cantine, voilà. Qu'on évoquait utiliser les couverts, porter son plateau, supporter le bruit, l'agitation qu'il y a à la cantine. Voilà, tout ça, c'est toutes des petites choses du quotidien que les enseignants peuvent trouver problématiques pour un enfant, et ça peut justifier une orientation vers un ergothérapeute. C'est vrai que quand je vous écoute, j'ai tout plein d'élèves qui me viennent à l'esprit en me disant mais tiens, lui, il ne sait pas ranger ses affaires, il ne sait pas s'organiser. Tiens, lui, le matériel géométrique, c'est la cata. Tiens, elle écrit vachement lentement alors qu'elle est en CE2. Voilà, il y a plein de prénoms d'élèves là, ou d'images de mes élèves qui me viennent en tête. J'imagine que pour ceux qui nous écoutent, ça risque d'être un peu pareil. Finalement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas envie de me tromper, entre guillemets, en disant aux parents, voilà, moi, je pense qu'un bilan ergothérapique, c'est ça. C'est ça. Un bilan ergothérapique soit utile, en fait. J'ai pas envie de me tromper. Et finalement, de vous faire, entre guillemets, perdre votre temps, et de faire perdre du temps et également finalement de l'argent aux parents aussi. Donc, est-ce qu'il y a des moyens pour que l'enseignant il sache vraiment, non, là, tu ne te trompes pas, là, il faut vraiment. À part une formation hyper poussée. On disait tout à l'heure, quand les petits aménagements que l'enseignant a lui-même proposés
suffisent pas, là, on peut passer à l'étape d'après et du coup consulter les professionnels, paramédicaux, je veux dire. Et après, il existe aussi des recueils de besoins en ergothérapie en milieu scolaire. Là, il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec la Gazette Ergotie Pédiatrie, qu'on peut, il me semble, retrouver sur Internet. Donc voilà, c'est une liste en fait qui reste bien sûr exhaustive, mais une liste comme nous on vient de le faire en fait, d'éléments, de petites activités qui, si elles sont problématiques, peuvent justifier une orientation vers un ergothérapeute. Et de toute façon, vous pouvez toujours orienter vers un ergothérapeute. Nous, quand les parents nous appellent, on ne cale pas le rendez-vous comme ça tout de suite. On a toujours un échange en fait avec eux avant. Et si on sent que ce n'est pas l'ergothérapie qui convient à l'enfant, on ne va pas le prendre pour le plaisir de le prendre. C'est pas, si on sent que c'est peut-être plutôt un orthophoniste qu'il va falloir aller voir en premier, que peut-être que ça va nécessiter l'avis d'un médecin, peut-être que si c'est fixé sur l'attention, l'impulsivité du geste, des choses comme ça, peut-être que nous, ça va nous faire tilt vers un neuropsychologue. Enfin, voilà, on est aussi, nous, à même de pouvoir derrière orienter les familles si on sent que ce n'est pas l'ergothérapie la priorité, quoi. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on parlait de réseau tout à l'heure. Je pense que c'est important que les écoles et les différentes structures scolaires puissent aussi avoir des professionnels, des contacts de professionnels dans leur région pour pouvoir poser ces questions. Parce que finalement, au fur et à mesure, vous pouvez finalement rentrer en contact avec nous. C'est aussi très riche finalement, et nous on demande souvent quand les parents viennent vers nous des bilans ou des petits comptes rendus finalement des instits, parce que vous les avez en situation concrète de classe et donc vous les voyez aussi tous les jours, donc vous êtes expert dans le milieu de la scolarité, dans ce que vous voyez. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'espère qu'un jour, les ergots seront dans les milieux scolaires et pourront faire finalement un petit peu de détection au début avant d'aller faire des bilans complets et plus complexes pour certains enfants. Ouais. D'accord. J'allais justement demander si les parents nous disent « Ok, j'ai rendez-vous je sais pas, dans 2 semaines avec une ergothérapeute ou un ergothérapeute, est-ce que justement un petit message écrit de notre part vous servait ?» Donc oui, finalement. Oui. Il faut et c'est ce qu'on demande. Ouais. On le demande en général aux parents qui nous transmettent, mais pas forcément même que des enseignants, aussi des autres professionnels que l'enfant a déjà pu voir. Mais voilà, du coup, nous, on a on est en demande soit de petits comptes rendus, de petits mots de votre part, de vous, les enseignants, ou alors nous, on a des questionnaires à destination des enseignants qu'on transmet aussi aux parents pour le jour du bilan. Voilà. D'accord, c'est très important de prendre en compte le regard de l'enseignant, ça c'est sûr. C'est ce que disait un peu Sarah, l'orthophoniste que j'ai interviewée la dernière fois, qui disait que nous, on les a au quotidien, on les a 6-7 heures par jour, et on les voit évoluer toute la journée, et que vous, finalement, vous les avez 45 minutes par semaine, voire toutes les 2 semaines, donc c'est pas forcément évident pour vous de vous rendre compte de l'intégralité des difficultés, finalement. Complètement. Et puis, alors les temps de bilan sont souvent un petit peu plus longs. On les a sur 1h30, 2 heures, parfois à plusieurs reprises pour des bilans plus complets. Mais l'environnement de notre cabinet, de notre bureau, n'a rien à voir avec un environnement de classe. Nous, là, on est en situation duel. Il y a une consigne à la fois, bien précise. Tu fais ci, tu fais ça, tu me montres telle forme, telle. Enfin, voilà. Alors qu'en classe, il peut y avoir, donc il y a du bruit, il y a de l'agitation. Ils sont entre 25 et 30 dans les classes. Il y a parfois plusieurs consignes à la fois. Parfois, vous pouvez dire prenez votre cahier de maths, ouvrez le page 12 et faites l'exercice 4. Waouh! Alors que nous, c'est tu prends la règle, il prend la règle, tu traces le trait, il trace le trait. Oui, on est aussi dans des milieux complètement différents. Donc, avoir l'avis des enseignants est essentiel pour nous. Et intervenir en classe pour observer en situation écologique, en situation concrète, c'est aussi super important pour nous. Ouais. C'est vrai que des fois, on se dit on pourrait tellement aider les élèves en prenant plus notre temps, justement en décomposant les étapes comme vous venez de le dire finalement. Voilà, de sors ton cahier.
maintenant ouvrez-le, telle partie, etc. Ça serait tellement plus simple pour la plupart des élèves, mais ça nous ferait aussi perdre tellement de temps pour ceux pour qui c'est évident et c'est assez une position pas très confortable pour nous, en fait, entre se dire il faut qu'on aide les plus habiles et qu'on aide aussi ceux qui ont des difficultés. Il faut qu'on trouve cette entre-deux. Et c'est souvent le discours qu'on a un petit peu des enseignants. Hein, il n'y a aucune mauvaise volonté, jamais. C'est juste que dans le programme à respecter, le fait qu'il soit 30 par classe, que c'est toujours compliqué de faire quelque chose d'un peu plus individualisé, c'est évident. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait bien être un peu plus dans les écoles. Ouais, c'est là où je pense qu'il y a vraiment une complémentarité en fait, finalement, entre les professionnels de santé qui vont accompagner les enfants avec des difficultés dans les apprentissages, avec les enseignants. Et je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Et j'ai espoir qu'on y arrive. C'est vrai qu'on a déjà discuté aussi avec des collègues à moi. Donc mon école, on est une grande école de 17 classes, juste du CP au CM2. Hein. Mais on se dit, ça sera tellement bien qu'il y ait un orthophoniste sur place, des ergothérapeutes, psychologues constamment, parce qu'on a une psychologue scolaire, mais elle est là une fois par semaine. Voilà, vraiment que l'intégralité comment je peux appeler ça, des professionnels qui gravitent autour de l'enfant soient là au moins un jour par semaine à l'école sur place. Ça aiderait tellement de parents qui n'arrivent pas à suivre avec les différents rendez-vous. Voilà, on pourrait se dire, mais c'est pas grave, là, il vient le chercher à 9h en classe et puis il reviendra à 10h, il n'y a pas de souci. Et voilà, ce serait tellement plus simple et tellement plus agréable pour tout le monde finalement. Ouais. On ne souhaite que votre appel soit entendu. Non, vraiment, c'est... Ouais. Surtout quand on a des grosses structures comme ça, des grosses écoles où, voilà, c'est évident que pour une école à 2 classes, il y a peut-être moins, entre guillemets, de besoins, mais sur des grosses structures comme ça, voilà, nous, comme j'ai dit, 17 classes uniquement l'élémentaire, il y a la maternelle à côté, donc ça pourrait être en plus, voilà, j'imagine qu'il y a aussi des besoins entre 0 et 6 ans, donc évidemment, oui. D'ailleurs, question intéressante, je rebondis sur ce que je viens de dire. Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a plus de besoins entre 0 et 6, donc nourrisson et maternelle, ou après, plus élémentaire, donc élémentaire, collège, lycée? Alors, je pense que vous le voyez plus au moment du CP, CE1, mais finalement, toutes les compétences des enfants en termes d'apprentissage et des activités de la vie quotidienne, finalement, c'est aussi tout le développement de l'enfant qui se passe de 0 à 6. Et donc, finalement, on parle de l'écriture aussi, mais l'écriture en CP, il y a eu déjà plein de choses avant, les capacités motricité globale, motricité fine qui se sont développées avant. Et donc oui, je pense qu'il y a du gros travail à faire avant d'attendre finalement. Disons que les compétences qui sont demandées à partir du primaire, c'est des compétences plus fines, plus précises. Et pour que ces compétences-là puissent être réalisées, pour que ces activités-là, puissent être réalisées correctement, en toute autonomie, il faut qu'en amont, le développement sensorimoteur de l'enfant soit mature. Ait été fait correctement ou suffisamment correctement pour aboutir à une tâche bien faite. Et ce développement sensorimoteur, même s'il continue après 6 ans, c'est vrai que la grosse base, c'est 0-6 ans, donc en maternelle, voire avant. Et effectivement, disons qu'il n'y a pas plus de difficultés dans l'un ou l'autre, il y a autant, mais ce n'est pas les mêmes difficultés. D'accord. Et elles apparaissent dès petits, et à ce moment-là, on pourrait agir. C'est ça. Il faudrait que les enseignants de maternelle puissent avoir aussi l'œil sur le développement sensorimoteur de l'enfant, en fait. Voilà, qu'ils se disent que si par exemple, quand il est assis par terre, il est tout le temps assis avec les jambes en W sur le côté, si je sais pas, il tient toujours son crayon à pleine main comme ça, s'il a du mal à sauter quand il fait des parcours de motricité, toutes ces petites choses-là, en fait... S'il semble plutôt maladroit. Voilà, toutes ces petites choses-là, ça peut être
par la suite source de difficultés dans des activités plus précises. Moi, je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, juste en te disant il n'a pas une bonne prise du crayon. Alors, on dit souvent la bonne prise du crayon, mais en fait, alors, nous, on ne va pas s'arrêter à la bonne prise du crayon. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que... C'est ça. Ouais. Ça va bien être vu le réel. Ça va être dans, justement, est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce qu'il arrive à aller aussi vite que les copains? Est-ce qu'il a des douleurs? Est-ce qu'il arrive à relire ce qu'il écrit? Est-ce qu'il arrive à être relu? Oui. Si tout ça, ou s'il y a quelque chose là-dedans qui pêche, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir qu'on puisse agir sur quelque chose. Mais finalement, est-ce qu'on va agir vraiment sur la prise du crayon? J'en sais rien. Mais on ne va pas forcément se focaliser là-dessus. Oui. Voilà, c'est pour ça que du coup, des fois, moi, j'ai des retours de parents. Oui, il faut qu'ils tiennent comme ça et comme ça son crayon. Ouais, mais en fait, si le corps, il n'est pas prêt, eh ben, on aura beau dire à l'enfant, il faut que tu tiennes ton crayon comme ça, automatiquement, les doigts, ils vont se remettre d'une autre manière parce que finalement, au niveau de la musculature, etc., c'est pas mature. Donc finalement, l'enfant, il pourra faire du mieux qu'il veut, mais finalement, en plus, on lui met une contrainte supplémentaire. Ça va être encore plus coûteux pour lui que de penser à tenir son crayon comme on lui a dit, alors qu'il n'est pas prêt, il n'est pas mature sur le plan moteur. La motricité globale et la motricité. Sur le point purement personnel, je me suis rendu compte que je tenais mal mon stylo sur une photo Instagram. J'ai pris une photo Instagram. Pour autant, c'est fonctionnel. Oui, et justement, les enseignants m'ont dit « Ah, mais tu tiens mal ton stylo, etc. » Donc, effectivement, moi, je tiens mon stylo comme ça. Donc, pas avec l'index, avec le majeur. Ouais. Bah, l'index est là, mais il ne tient pas… Oui, mais moi aussi, je fais surtout comme le ça. majeur. Mais elle fait partie des prises fonctionnelles, celle-là. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de retours en me disant non, c'est pas ça. Oui. Non. Et c'est vrai que ce que tu disais, Marion, c'est que j'ai essayé à chaque fois que j'écrivais de tenir avec mon index et la prise un peu plus fonctionnelle et usuelle. Mais non, mon automatisme à moi, c'est comme ça et puis ça fonctionne. Mais voilà, c'est. Ouais. Et puis comme surtout, entre guillemets, à ton âge, enfin, je ne dis pas que tu es vieille, mais ce que je veux dire, c'est que plus on attend et plus c'est super difficile de changer les habitudes. Et après, si peut-être dans les conseils, quelque chose moi qui ressort beaucoup, ce serait peut-être dans l'installation. Alors après, je sais que vous êtes dépendant de ce que vous avez comme table, comme chaise, mais c'est vrai que pour être efficace dans une activité à table, colorier, dessiner, etc., finalement, on voit quand même beaucoup d'enfants, ils n'ont pas les mêmes tailles. On voit beaucoup d'enfants qui ont les pieds qui ne touchent pas par terre. Alors ça, c'est quand même important et ça peut vraiment avoir des conséquences sur l'attention et la concentration du jeune. J'aime bien souvent donner l'exemple, essayer de garder longtemps les pieds ballants dans le vide. Vous allez voir, finalement, ce n'est pas très agréable. Vous allez vite avoir des fourmis dans les pieds. Finalement, ça peut être aussi source d'agitation motrice chez l'enfant. Et puis, pour réaliser la tâche, si on met finalement les coudes un peu hauts par rapport à la table et par rapport à notre activité, ça peut être compliqué aussi. Donc, c'est vrai que l'installation, c'est un gros point quand même dans les classes. Oui. On devrait pouvoir adapter chaque table et chaque chaise à la taille de l'enfant et que ce soit évolutif au cours de l'année puisqu'il va grandir en fait. Et comme tu l'as souligné, Marion, c'est pas évident on est dépendant. Je sais bien. Moi, j'ai eu un matériel neuf quand je suis arrivée dans mon école il y a 4 ans. Matériel neuf, les tables ne se règlent pas. Donc, j'ai des tables à mi-hauteur, adaptées normalement pour des CE2, sauf que j'ai des mini-pouces et j'ai des maxi-pouces. Donc, forcément, les tables ne sont pas réglables. Et voilà. Donc, les mini-pouces qui commencent à faire leur écriture en attaché avec des tables qui leur arrivent là et ils sont comme ça avec le bras et complètement en appui sur leur table, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal pour acquérir les bonnes compétences, quoi. Ça c'est sûr. Et je pense que les ergos auraient tout à fait une place aussi là-dedans, en fait, dans la guidance un peu finalement auprès des écoles. J'avoue que j'ai aucune idée de qui fait les commandes des mairies ou des choses comme ça. Mais finalement des tables, des chaises, du matériel, du gros matériel un peu qui est présent dans les écoles. Je pense qu'il
il y aurait un gros travail à faire là-dessus aussi. Est-ce que ce que vous venez de dire me faisait penser à peut-être une dernière question, et je sais qu'on l'avait un petit peu évoqué avec Doriane au téléphone, la classe flexible. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, les classes flexibles. Sur le coup, sur le principe, on est pour, évidemment, puisque c'est s'adapter aux besoins des enfants. Donc, on est en plein dedans. On a juste un point d'alerte en fait à faire, c'est que un matériel ne va pas correspondre à tous les enfants. Je reprends l'exemple du coussin à air qu'on peut poser sur la chaise. Alors, à supposer que déjà il soit bien installé, c'est-à-dire que une fois qu'il a le coussin à air sous les fesses, que la table soit pas trop haute, pas trop basse du coup, qu'il ait quand même les pieds qui touchent par terre, même s'il est surélevé un petit peu. Donc, à supposer que ce soit bien installé. Après, il faut que ça corresponde au profil de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un enfant gigote sur sa chaise qu'il va avoir besoin de mouvement. Et donc, si on lui apporte en plus de mouvement possible avec ce coussin à air, peut-être qu'en fait, ça va encore plus le déséquilibrer, encore plus faire disparaître son attention. Donc, voilà, faut juste faire attention à ne pas donner tout le matériel à tous les enfants de façon systématique, comme si on fonctionnait tous de la même manière. Par contre, on a tous des particularités sensorielles, tous des façons de réagir au mouvement, au bruit, à la lumière qui nous sont propres. Et c'est vrai qu'un petit coup d'œil bien précis sur chaque enfant ferait pas de mal, quoi. Par contre, d'avoir une boîte à outils, ou en tout cas une boîte entre guillemets sensorielle, si on peut l'appeler comme ça, dans les classes, c'est-à-dire, j'entends par là une boîte qui est accessible finalement un peu à tous les enfants de la classe, avec des casques anti-bruit, des petits fidgets, et j'en passe. Ça, pourquoi pas? Je pense que vous seriez surpris de voir des enfants qui finalement vont chercher un casque anti-bruit alors qu'on n'aurait pas pensé qu'ils ont des particularités et des hypersensibilités au niveau de l'audition. Et de là aussi, je pense que ça casserait. On a quand même beaucoup de jeunes à qui on peut préconiser certains matériels comme ça, qui ont du mal à l'utiliser par rapport au regard des autres. Alors que je pense que finalement, si c'était en libre service, entre guillemets, dans la classe, finalement, il y en aurait plus que penser qu'ils iraient chercher ce matériel-là, et ça permettrait aussi de ne pas avoir ce côté de regard des autres, d'avoir du matériel un peu plus spécifique. D'accord. Donc, et puis un autre point peut-être, c'est que tous ces petits outils-là, les coussins à air, les fidgets, les coussins lestés ou les choses comme ça, on évite de les proposer toute la journée. Parce que sinon, le système nerveux, en fait, il va s'habituer à ces stimulations-là, et on n'aura pas toujours l'effet escompté de calmer le système nerveux ou de retrouver l'attention nécessaire pour faire une tâche. Et quand c'est à disposition toute la journée dans les classes flexibles, il faut que ce soit, on essaye de se dire, par exemple, le coussin à air, on va lui donner, peut-être un petit peu avant la récré, parce qu'on sent que ça commence à sortir, on va lui donner 20 minutes avant la récré. Ou alors, au retour de la récré, on peut proposer à des enfants d'aller dans des petits coins, une bibliothèque avec des tapis, avec un casque, pour redescendre et de nouveau être disponible et performant dans ces activités. Mais les laisser comme ça toute la journée à disposition, ça peut parfois ne pas avoir l'effet escompté, en fait. D'accord, oui. Surtout ça. Et du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour finir cette interview ? Alors, à rajouter, j'aurais envie de dire certainement, n'hésitez pas, même vous en tant qu'enseignant, en fait, si vous avez des doutes sur la nécessité ou pas d'orienter vers un ergothérapeute, appelez-vous directement, en fait, les ergothérapeutes, peut-être, à exposer votre cas, votre patient, votre petit élève que vous avez en tête, et dire là, je me pose la question, est-ce qu'avant d'en parler aux parents, je voulais en parler avec vous, est-ce que ce serait utile et voilà, plutôt que de faire la démarche directement auprès des parents, si jamais vous avez des doutes, on est tout à fait aussi apte à répondre directement aux enseignants. Il n'y a pas de souci.
Eh ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange. J'espère que ça va aider plusieurs enseignants voilà, à s'ouvrir aussi à l'ergothérapie, parce que c'est, comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose que on ne connaît pas forcément et on n'est pas habitué, en tout cas, à proposer aux parents un suivi. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et puis, Merci. j'espère C'était que avec un grand plaisir d'échanger. voilà, j'espère que l'échange aura été réciproque, que vous aussi, vous aurez appris des choses de notre point de vue enseignant. Et voilà. Et j'espère que tout ce qu'on s'est dit va se mettre en place dans les années futures. On espère aussi. Vive l'ergothérapie, en tout cas. C'est ça. Et merci beaucoup. Et puis alors, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.